Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de ces vidéos sur les actions de groupe. Allez, maintenant on va revenir à un niveau plus simple, plus terre à terre peut-être, un peu plus concret on va dire, et on va s'intéresser donc aux parties du plan laissées invariantes par un groupe. D'accord? Normalement, c'est dans le programme du CAPES, il y a marqué partie du plan de l'espace, enfin groupe laissant invariant une partie du plan de l'espace. Bon, bah l'espace, c'est la vidéo suivante, hein, parce que voilà, j'essaie de ne pas faire des trucs trop longs, même si je me laisse déborder, que ça dépasse régulièrement la demi-heure. Bon, allez, on va essayer d'être tranquille. Donc, qu'allons-nous trouver dans cette vidéo? Eh bien, voilà, je vais vous rappeler un petit peu les notations sur les actions de groupe, ce qu'on a vu précédemment, et sur les applications affines. Ensuite, on va donner la définition, des exemples, on va voir le groupe du triangle équilatéral, le groupe du carré. Plus généralement, nous allons définir un groupe diédral. Et puis, voilà, ensuite on parlera des sous-groupes finis des isométries. Et puis ensuite des groupes de frise un petit peu. Alors là, je ne ferai pas toutes les preuves, mais c'est juste pour faire des beaux dessins. Je vous montrerai aussi voilà, des petites choses qu'on peut dire dessus. Bref, si cela vous intéresse, eh bien c'est maintenant. Alors, les notations, je vous rappelle, pour mon action de groupe, donc il est évident que si vous ne maîtrisez pas tout ça, vous allez d'abord regarder les vidéos qui précèdent, hein, ça me semble assez clair. Donc voilà, la notation, je vous rappelle, l'action de G sur X est notée par G.X, hein, on a les axiomes d'actions de groupe classiques. L'orbite de X, je la note comme ça avec un haut X, et donc c'est l'ensemble des images de X par les différents éléments du groupe G. Et puis le stabilisateur de X, eh bien c'est l'ensemble des éléments de G qui laissent X invariant. D'accord? Et on a la super formule des classes qu'on a démontrée dans la vidéo précédente, hein, qui dit que on a, voilà, quand le G est de cardinal fini, hein, si le G est fini, eh bien alors, pour tout X dans grand X, le cardinal de son stabilisateur multiplié par le cardinal de son orbite est égal au cardinal de G. Ok? Donc voilà, ça c'est les rappels un peu sur les actions de groupe de ce qu'on a déjà vu précédemment. Maintenant, si on prend E, un espace affine de dimension n, alors ISO de E, vous savez, ou ISO de n, c'est le groupe des isométries affines de E. Ok? Donc j'espère que vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire des applications de E dans E qui conservent la longueur. Hein. C'est-à-dire si on a A et B, eh bien la longueur entre F de A et F de B est égale à la longueur entre AB. Ceci pour tout couple AB. Ok? Et donc voilà. Plus particulièrement, vous savez que ça veut dire que la partie vectorielle, parce que vous savez, allez, un petit peu de digression. Allez, ça va encore durer. Les isométries affines, donc en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est de la forme à un point coordonnées x s'associe à x plus b, vous savez, donc, où A est une matrice donc d'isométrie, ou une matrice, on dit plutôt une matrice orthogonale. Ok? Donc c'est une matrice telle que sa transposée est égale à son inverse, etc. Hein, ou de manière équivalente, c'est une matrice qui conserve le produit scalaire, ou de manière équivalente, une matrice qui conserve la norme, etc. etc. Une matrice dont les vecteurs colonnes forment une base orthonormée. Bref, j'insiste pas trop, le groupe orthogonal c'est hyper important. Je n'ai pas encore fait de vidéo d'algèbre linéaire, mais voilà, ça veut dire que c'est ceux dont les applications linéaires associées sont des applications orthogonales. Hein. Ok, donc du coup on peut couper en deux les isométries, vous savez, c'est les isométries positives, donc justement les applications dans les matrices sont dans SON, c'est-à-dire les matrices orthogonales de déterminant égal à 1, puisque dans une matrice orthogonale, son déterminant c'est 1 ou moins 1, on appelle ça les déplacements ou les antidéplacements, d'accord? Hein, je ne sais pas si ça vous parle. En gros, ça c'est les rotations, ça c'est les symétries. Je vais très vite, hein, mais c'est celles, en fait, les isométries qui conservent leur orientation. C'est en gros, je fais glisser, je fais bouger, je fais tourner. Et puis, hop, on retourne les symétries et on fait tourner, on fait bouger. Ça, c'est les isométries négatives. OK? Donc voilà. Hop, et il faut un minimum familier. J'aurais pas plus d'exemples que ça, mais donc faut savoir, voilà, faut être un peu familier des isométries affines. Moi, je vais faire des rappels sur ce que c'est dans le plan. Hein. Ok, donc on a une action de ce groupe ISO de E, donc d'isométrie, sur l'ensemble des points de E, et on l'appelle même canonique tellement elle est juste évidente, parce que voilà, elle est spontanée, parce que là, pour le coup, des fois, on se demande comment faire agir un groupe sur des points. Là, notre groupe, c'est justement des applications de l'espace à la base. Donc, pas bien dur. Comment je fais faire agir phi sur un point A? Je calcule phi de A. Et donc, c'est pour ça que c'est une action relativement naturelle à définir. On appelle l'action canonique de ce groupe, d'accord? Ok. Et alors, on va utiliser un moment dans nos preuves le théorème d'Euler qu'on a déjà démontré dans la vidéo sur les groupes cycliques, hein, ou même sur la vidéo sur le théorème de Lagrange aussi. Donc, il y a au moins deux endroits où il y a ça. Et donc, si G est un groupe fini de cardinal égal à n, alors pour tout G dans
G puissance n, donc G étoile G étoile G étoile G n fois est égal à l'élément neutre E. Hein. Ok, ça on l'utilisera, ça marche tout le temps. Voilà, eh ben, on commence à être paré, on n'a pas complètement fini. Il faut que je vous rappelle qu'une application affine conserve le barycentre. En gros, ça veut dire que l'image du milieu de AB, c'est le milieu de F2A, F2B. Hein. Et puis plus généralement, si vous avez un barycentre de 3, 4, n points, d'accord, eh bien, le barycentre de A1, A2, AN, son image, eh ben, c'est le barycentre de F2A1, F2A2, F2AN. Ok, c'est ça que ça veut dire qu'une application affine conserve le barycentre. Hein. D'autre part, une application affine du plan est déterminée par l'image de 3 points non alignés. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, 3 points non alignés, ça donne une origine et 2 vecteurs, d'accord, et du coup, qui sont libres. Et vous savez bien qu'une application vectorielle en dimension 2 est définie par l'image d'une base, donc de 2 vecteurs libres. Hein, donc voilà. Dans l'espace, il faut 4 points qui soient non complénaires, donc pas dans le même plan, évidemment, et à ce moment-là, ok. Et ainsi de suite, d'accord. Donc ça, je vais l'utiliser aussi plusieurs fois. Donc là, on va sur cette vidéo, en fait, c'est uniquement dans le plan. Hein. Donc à chaque fois qu'on aura l'image de 3 points qui sont déterminés, l'application affine sera complètement déterminée. Ok. Donc voilà, quand la dimension de E c'est 2, on appelle ça le plan, notre P. Et on peut complètement décrire ISO de P. Je vais vous donner un petit peu la liste de toutes les applications, de toutes les isométries du plan dans lui-même. On va les classifier en fonction du nombre de points fixes qu'elle possède. Donc si phi ne fixe aucun point, par exemple, il n'y a pas de point qui est égal à son image, alors phi est une translation, okay, ou une symétrie glissée. Alors c'est celle-là peut-être qu'on maîtrise le moins, on ne voit pas trop. Alors une symétrie glissée, je veux dire, vous faites un axe de symétrie, vous prenez votre objet, vous faites le symétrique, puis après vous glissez. D'accord? Pas forcément dans l'axe, mais enfin bon, ça revient au même. Donc imaginez, voilà, vous faites un symétrie, puis après vous faites une translation, du coup, il y a, voilà, hop. Donc ça, voilà, c'est des applications comme ça qui n'ont pas de point fixe. Okay. Ensuite, un point fixe unique. Alors phi est une rotation. D'accord, c'est le centre de la rotation, phi. Hein, c'est hop. Voilà, c'est le résultat classique sur l'application affine. S'il y a 2 points fixes, et pas 3 en fait, hein, mais alors phi est une symétrie orthogonale, là c'est pareil, c'est un point fixe unique. Hein. 2 points fixes, phi est une symétrie orthogonale donc par rapport à la droite qui passe par ces 2 points. D'accord. Et s'il y a 3 points fixes, comme c'est déterminé par l'image de 3 points, c'est l'identité. Hein. Okay, 3 points fixes non alignés, parce que s'ils sont évidents, sur la droite, il y a plus que 3 points fixes. Hein. Mais 3 points fixes non alignés, c'est l'identité. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup de cas en fait, hein, donc c'est facile à tester après sur ce qui va nous arriver, quoi. Voilà, l'isométrie, on a fait la liste de tout ce qui pouvait arriver dans le plan. Voilà, voilà. Allez, on est prêt pour commencer. Donc, rentrons dans le dur. Donc, on prend un espace affine de dimension n, parce que là, ce que je veux dire, ça a marché pour n égale 2, n égale 3, etc. Et donc, je prends une partie x de E. On appelle G indice x le sous-groupe de ISO de E, des isométries de E, qui laisse x globalement invariant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il laisse x globalement invariant? Ça veut dire que l'image de x, par cette isométrie, c'est x. Mais ça ne veut pas dire que tous les points de x sont laissés invariants. Vous voyez, ça ne veut pas dire que phi restreint à ce point-là, c'est l'identité. Hein, typiquement, quelque chose qui laisse par exemple une symétrie qui passe par le centre d'un cercle, elle va laisser le cercle globalement invariant. Tous les points, à part ceux de l'axe, vont être changés, retournés, n'empêche que le cercle, l'image du cercle, c'est le cercle. D'accord? Donc, c'est pas que phi, sur chaque petit x ici, phi n'est pas forcément notre stabilisateur de petit x. Hein. Phi de x peut être différent de x. Mais globalement, il va retomber sur un autre point de grand x. Ok? Alors, ça, si on veut l'écrire, en fait, par des formules, je me dis, tiens, je vais écrire, donc ça veut dire que phi est l'ensemble, g de x est l'ensemble des phi tels que, alors, quel que soit petit x dans grand x, phi de petit x appartient à grand x, et quel que soit y dans grand x, il existe un z tel que, machin. Bon, c'est un peu long à écrire, je me suis demandé, mais comme phi est bijective, l'isométrie, c'est tout le temps bijectif. Hein. Est-ce que c'est forcément, si j'ai phi de x inclus dans x, est-ce que j'ai pas forcément phi de x égale x, en fait? Vous voyez, c'était la question que je me suis posée. Phi de x inclus dans x, est-ce que ça ne suffit pas? Et donc, je voulais démontrer, en fait, parce que intuitivement, je pensais que ça devait suffire, comme phi est forcément bijective. Et donc, je voulais arriver à démontrer ça. Voilà comment perdre du temps sur une vidéo. Je me suis posé cette question bêtement, et bon, alors, comment on prouve que ça suffit? Et ça, en fait, j'y arrivais pas. Et donc, j'ai appelé un collègue à la fac de La Rochelle, Cyril Ospel, qui me dit « Oh, moi, je pense que c'est faux ». Ah bon? Alors j'ai commencé à chercher un contre-exemple. Donc j'ai mis un petit peu de temps,
trouvé un contre-exemple, et puis après je l'ai rappelé pour dire j'ai trouvé un contre-exemple, mais entre-temps, lui il n'en avait pas trouvé, et du coup il pensait que c'était peut-être vrai, hein, comme quoi, oui, c'est marrant. Enfin bref, grâce à lui je trouve un contre-exemple, et je vous le dis, tiens, alors cherchez, allez, est-ce que vous pouvez imaginer, mettez sur pause, parce que c'est un exercice marrant, une partie du plan, d'accord, et une isométrie du plan, telle que phi de x est strictement inclus dans x. Voilà, x une partie du plan, phi une isométrie, on a vu la liste hein, juste avant, et tel que ça. Allez hop, j'espère que vous avez mis sur pause, sinon ça va être trop tard. Voilà la solution. Bah, il suffit de prendre une demi-droite en fait, hein. X une demi-droite, hop, et puis U, un vecteur collinaire à cette droite, un vecteur directeur de cette droite. Bah, la translation de vecteur U, elle va bien laisser invariante, enfin ça va être bien inclus dans la demi-droite, mais ça ne va pas prendre tout le monde. C'est-à-dire les vecteurs du début, hop, ils ne vont plus être dans l'image. Donc je vais dire phi de x strictement inclus dans x, d'accord hein, là, c'est TU de x est strictement inclus dans x, donc voilà, donc on ne peut pas supposer juste que l'inclusion, il faut vraiment, moi je veux des choses qui laissent invariant, c'est-à-dire que voilà, l'image c'est pas une partie de x, c'est vraiment tout x. Hein. Ok. Alors question plus dure, j'ai trouvé après avoir fait les diapos, donc je ne l'ai pas dedans. Est-ce que vous pouvez trouver une partie de x qui est stable, telle que phi de x est strictement inclus dans x, où phi est une rotation? Alors là je vous laisse cogiter, d'accord hein, mettez sur pause, ça c'est plus dur. Est-ce que vous avez trouvé une partie du plan x telle que, et une rotation r telle que r de x, ça strictement inclus dans x? Ok, allez, je vous donne la solution, mais si vous n'avez pas cherché, ça ne sert à rien. Donc, dernière chance. Donc, la solution, en fait, ça consiste à chercher un truc qui marche exprès pour ça, en fait. Hein. Et donc, une astuce qui est quand même assez balèze, c'est de se dire, on prend les points du cercle trigonométrique, on prend par exemple le premier d'angle 0, là, point 1, et puis après, j'avance dans mon cercle de 1 radian en 1 radian, comme ça. Et comme, en fait, pi n'est pas rationnel, eh bien, je ne vais jamais réussir à faire un tour complet ou un demi-tour complet, donc je ne vais jamais retomber sur les mêmes points. D'accord. Alors, je ne vais pas démontrer, hein, ça se démontre. On démontre que les sous-groupes, tout ça, sont denses dans R. Bref, c'est possible de le démontrer. D'accord. Donc, je vais trouver un ensemble dense dans le point, mais je ne vais jamais retomber deux fois sur le même. Et du coup, cet ensemble-là, eh bien, je ne vais jamais retomber sur 1. Et donc, si je prends cet ensemble et je le fais tourner de 1 radian, eh bien, j'obtiens le même ensemble, il est inclus dedans, c'est fait pour, sauf le point de départ que je n'ai jamais retrouvé. D'accord. Donc, c'est bien strictement inclus dans l'ensemble de départ. Mais là, ça devient subtil. Hein. Ouais, c'est à visualiser. Hein. OK. Bref. Allez, j'enchaîne, parce que là, on digresse, on digresse. Prenons un exemple simple. Voilà, je prends un point dans le plan. Boum. Quelles sont les isométries qui laissent ce point invariant? Ben, on l'a déjà dit, en fait. Hein. C'est soit celle qui se laisse un point invariant, soit celle qui en laisse deux, dont A ou 3, etc. Donc, ben voilà, il y a toutes les rotations de centre A, il y a toutes les symétries axiales d'axes passant par A. Donc, il y a l'identité, mais qui est une rotation de centre A, donc le 0. Hein, d'accord. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Il y a pas, pour le coup, il n'y a pas les symétries, mais il n'y a pas les translations, je veux dire, mais voilà. Donc un seul point, ça a beaucoup de symétrie. Inversement, donc si je prends cet ensemble X là, alors celui-là, quelles sont les isométries qui le laissent invariant? Bon, bah, si on réfléchit un peu, on va vite voir qu'en fait, il y a juste la symétrie d'axe vertical là, et puis l'identité, il y a toujours l'identité, bien évidemment. Et donc finalement, c'est un sous-groupe à deux éléments. Vous voyez, j'ai qu'une seule symétrie dans ma chose. Et donc, quelque part, vous voyez, ça veut dire que ce groupe-là va représenter en fait le niveau de symétrie qu'il y a dans ma figure. Prenons un autre exemple pour comprendre un peu ça. Si x est un rectangle, alors combien j'ai d'éléments dans Gx? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, on a une symétrie verticale, mais on a aussi une symétrie horizontale. Donc jusque-là, tout va bien. Mais on a aussi, du coup, la composée des deux, qui est la symétrie centrale, C. OK. Et je prends un rectangle qui n'est pas un carré, alors voilà, il n'est pas très dur de se rendre compte qu'en fait, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres isométries qui vont réussir. Parce que, ah oui, une rotation d'angle 180, bah oui, mais enfin j'ai déjà mis, c'est la symétrie centrale, hein, d'accord, qui est là. Donc voilà. Donc vous voyez, là, le rectangle, c'est plus symétrique que ça. Il y a 4 éléments dans son groupe des invariants. Et en fait, quelque part, ce groupe-là va dire si un ensemble du plan est plus ou moins symétrique. OK ? Et il se trouve que historiquement, les groupes ont été un peu développés comme ça. Par exemple, en cristallographie, les propriétés chimiques des atomes, des molécules sont très liées à leur structure, en fait, et donc à leur symétrie, le fait que ce soit en tétraèdre ou en hexagone, etc. Et du coup, on arrive à trouver des relations entre les réactions chimiques qui peuvent apparaître ou pas, et les groupes de symétrie des molécules.
D'accord? Donc voilà là où la théorie des groupes peut rejoindre la physique, ce genre de choses. Bon, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je sais que quelque part, vous voyez, c'est une façon de mesurer, voilà, c'est quelque chose à plus ou moins de symétrie. Donc, on va maintenant appliquer ça évidemment à des figures comme le carré, comme les choses comme ça. Plus généralement, polygone régulier à n côtés. Okay, donc ça, quelque part, qui a l'impression qu'il y a beaucoup de symétrie. Et bien donc, si je prends le polygone régulier à n côtés, le groupe de ces symétries, ça s'appelle, enfin le groupe de qui le S invariant s'appelle le groupe diédral Dn. On a déjà vu passer des 4 avant, on va voir que c'est le même qu'avant, hein. Rassurez-vous, c'est prévu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un polygone régulier déjà? Donc ça, c'est la question que je pose à mes étudiants. Un polygone régulier, c'est un polygone qui a tous ses côtés de même longueur, ça généralement tout le monde le sait. Et alors au choix, soit tous les angles égaux, en tous les sommets, soit qui est inscriptible dans un cercle. C'est deux définitions qui sont équivalentes. Donc ça veut dire que par exemple ça, c'est pas un polygone régulier, vous voyez, parce qu'il y a des sommets qui n'ont pas le même rôle que ces sommets-là, même si tous les angles, enfin là c'est des angles 90 à l'intérieur ou à l'extérieur, mais du coup moralement c'est pas le même angle partout. D'accord? En tout cas c'est pas inscriptible dans un cercle, donc ça, c'est pas un polygone régulier. Je suis pas sûr que tout le monde l'aurait dit, c'est évident que c'en est pas un. Quand j'ai dit à mes étudiants, si vous avez demandé si c'était un régulier, vous n'auriez pas eu un doute. Ma petite Clara m'a dit, non, moi j'aurais pas eu de doute, j'aurais répondu que c'en était un. Vous voyez, donc elle est honnête, je l'aime bien. Coucou à elle si elle regarde. Bref. Donc voilà, un polygone régulier, c'est un truc comme ça. D'accord? C'est tous les sommets en fait sont identiques. Hein. Quand je tourne, il n'y a pas de façon de distinguer un sommet parmi les autres. Okay? C'est un polygone régulier. Et donc, on a l'impression qu'il y a effectivement pas mal de symétrie, etc. Et donc, on va essayer de comprendre plus précisément qu'est-ce que c'est que ce groupe Dn. Alors la première remarque, c'est que comme une application affine conserve le barycentre, eh bien déjà le barycentre de tous les points du polygone, bah, c'est le centre, et donc comme ils sont invariants, bah, forcément l'image du centre, là O, bah, c'est forcément O elle-même. D'accord? Donc, première remarque, hein, eh bien ça a forcément un point fixe. Une isométrie qui conserve mon polygone, là, a forcément un point fixe, c'est celui-là. Donc, exit les translations, exit les symétries glissées, tout ça, hop là, poubelle. D'accord? Ça ne peut pas conserver mon polygone. Hein, parce qu'on pourrait se dire, a priori, il n'y a pas besoin qu'il y ait de points invariants, parce que les points du polygone peuvent tous être changés et tout. Bah oui, mais non, mais il y a lui qui va forcément rester. Donc, c'est cuit. Autre remarque, comme ça, c'est pas mal de voir, c'est que, en fait, les sommets sont forcément envoyés sur des sommets. Alors pourquoi? Parce que je vous rappelle que si j'ai le point A et B, la longueur entre F2A et F2B, ça doit être les mêmes que la longueur entre A et B. D'accord? Donc, autrement dit, si je prends deux sommets diamétralement opposés, bah, leurs deux images à eux, elles sont à cette distance-là, l'un de l'autre. Or, pour avoir une distance aussi éloignée entre deux points du polygone, il n'y a pas le doute, il faut que ce soit deux sommets diamétralement opposés. Donc l'image de deux sommets est forcément diamétralement opposée, forcément deux sommets diamétralement opposés. Du coup, chaque sommet est envoyé sur un sommet. Hein. Okay? L'ensemble des sommets est globalement aussi invariant par l'action. Ok? Voilà. On va pouvoir creuser un petit peu plus en commençant par le cas du triangle équilatéral. Alors, je vous laisse chercher un peu qu'est-ce que vous trouvez comme isométrie qui laisse invariante le triangle équilatéral. Par exemple, est-ce que vous trouvez des symétries? Donc voilà, mes étudiants n'ont pas eu trop de mal à trouver qu'il y avait trois symétries qui conservent le triangle équilatéral, la symétrie passant par A, la symétrie passant par B, la symétrie passant par C. Ok? Bon maintenant, alors est-ce qu'on voit des rotations qui conservent le triangle équilatéral? Donc là non plus, normalement, c'est pas trop dur de voir qu'il y a des rotations d'angle 120 degrés ou 2 pi sur 3, hein, voilà, de centre ce point-là, au d'angle 2 pi sur 3 ou 4 pi sur 3, c'est-à-dire c'est R croix R, hein, R au carré. Hop, et puis du coup, R au cube, ça fait identité. Hein, je l'ai déjà mis, forcément, il y a toujours identité qui laisse invariant n'importe quelle figure, d'accord? Donc voilà. Et est-ce qu'il y en a d'autres? C'est la question maintenant, ok, on a trouvé les évidentes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu tordu, là, qu'on n'imagine pas? Une combinaison d'une symétrie, d'une rotation qu'on n'imagine pas trop, qui laisse encore le triangle invariant. Alors, l'astuce, c'est qu'une application affine du plan est déterminée par l'image de 3 points, d'accord? C'est ce que j'ai dit au début. Si je connais l'image de 3 points, c'est ça. Or, les sommets, ils sont envoyés sur les sommets. L'ensemble ABC, il est globalement invariant, comme je vous l'ai dit avant. Donc, les 3 points ABC, ils sont envoyés forcément dans l'ensemble ABC. Donc A, il est envoyé soit sur A, soit sur B, soit sur C, 3 possibilités. B, il est envoyé soit sur, du coup, ce qui reste, 2 possibilités, puis le dernier, il n'y a plus le choix. Autrement dit, hein, l'image de ABC, c'est une des 6 permutations de l'ensemble ABC. Oui, une façon de changer l'ordre de ABC. Il y a 6 façons. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas plus que 6 isométries qui laissent globalement invariante le triangle équilatéral. D'accord? Parce qu'il n'y a que 6 possibilités d'associer
ABC, une façon de mélanger ABC, quoi. Il n'y a que 6 façons, vous savez bien, factoriel 3. Du coup, le nombre d'éléments dans D3, il est plus petit que 6. Ça tombe bien, j'en ai 6, donc c'est terminé. Chouette. Donc on les a tous, voilà, il n'y en a pas d'autres. Alors, vous allez me dire, attends, c'est bizarre quand même, mais... Parce qu'a priori, on pourrait se dire, mais attends, on peut... C'est un groupe, ça, bah, du coup, on doit pouvoir multiplier. S'il y a SA, il y a SB, il y a SC, il y a R, bah, du coup, il doit y avoir SA fois R, SB fois R, SA fois SB, SB fois SC. Alors regardons, juste pour vous montrer qu'en fait, on a vraiment bien tout. Si je fais SA, SB, alors qu'est-ce que ça fait? Donc ça veut dire, je vous rappelle, il faut d'abord faire la symétrie par rapport à l'axe passant par B, ensuite la symétrie par rapport à l'axe passant par A. On va regarder. Est-ce que vraiment ça fait R comme je l'annonce? L'image de A par SB, SA. Alors, je prends A, je prends la symétrie passant par B en premier, l'image c'est C, ensuite la symétrie passant par A, l'image c'est B. Donc A, il est envoyé sur B. Ensuite B, bon la symétrie passant par B, ça ne le change pas, la symétrie passant par A, ça le transforme en C, donc l'image de B c'est C. Ça marche aussi pour R. Et l'image de C maintenant, donc la symétrie passant par B, d'abord de C, ça donne A, ensuite la symétrie passant par A, ça ne change pas, ça donne toujours A, et donc l'image de C c'est bien A, vous voyez bien, on a bien prouvé que SASB c'était R. Ok, je vous laisse vérifier de la même façon que R fois SA, c'est SC, et que R carré fois SA, c'est SB. Pourquoi je fais tous ces calculs? Parce qu'en fait, on peut donc écrire des 3 là, sous une autre forme. Je peux les écrire comme ça, identité R, R au carré, SA, RSA et R carré SA. D'accord? Une seule symétrie suffit, vous voyez, je recopie ça, et je peux écrire cette forme-là. Hein, bon. Pour le moment, on ne voit pas trop pourquoi, mais c'est parce qu'on va généraliser cette formule-là, hein, bien évidemment. Ok, allez, on y va. Ah oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que là, finalement, il y a toutes les permutations de ABC qui interviennent, parce que je dis, il y a 6 possibilités pour un interrupteur ABC, et il y a 6 éléments dans D3, et donc en fait, chaque transformation ici correspond finalement à un mélange de ABC, okay, et puis donc les images de A et B et C sont stables par composition, et donc finalement, on a un isomorphisme entre les permutations de 3 éléments et les 3. Donc ce n'est pas super évident ici, hein, d'accord? Ça correspond en fait aux permutations circulaires, hein, vous voyez, l'image de, là, par R, l'image de ABC, bah, c'est BCA, par R2, c'est CAB, et puis SA, ça correspond en fait à la transposition là, 2, 3, d'accord? C'est inverse 2 et 3, et puis les autres correspondent aux autres transpositions, hein. Et donc on a vraiment voilà, un isomorphisme en fait dans ce groupe-là du triangle équilatéral D3, en fait on le connaissait déjà, hein, c'est sigma 3. Ok? Très bien. Alors maintenant pour le carré. Donc première chose, hein, l'ensemble des sommets il est invariant. Donc les sommets, là j'ai appelé 1, 2, 3, 4, pour être plus simple, eh ben, ils sont envoyés dans 1, 2, 3, 4. Donc l'image des sommets, ça va être un mélange des sommets. Okay, donc il n'y a pas plus de factoriel 4 façons de mélanger les sommets. Donc c'est sûr qu'il y a moins, ou peut-être égal, comme tout à l'heure c'était égal, 24 façons de trouver des isométries qui laissent invariante le carré. Alors, on va regarder un petit peu plus précisément qu'est-ce qui peut se passer. Donc, les 1 et 3, ils sont diamétralement opposés. Ça veut dire que l'image de 1 et l'image de 3 sont aussi diamétralement opposées, puisque la longueur entre les deux images doit être égale à la diagonale du carré. D'accord? Donc, 1 ne peut pas arriver ici, et 3 ici. Vous voyez, ça, c'est pas possible. 2 et 4, pareil. Hein. Si je sais pas si 2 est envoyé ici, eh ben forcément 4 sera envoyé là. Vous voyez? D'accord? Donc, je n'ai pas le choix comme je veux. Et puis, pareil, 1, si j'ai l'image de 1, bon, alors l'image de 1, elle peut arriver n'importe où. Hein. A priori, on peut bien imaginer, vous voyez, si je fais tourner mon carré, il va être invariant. 1, il va arriver là, là, là et là. Donc, a priori, 1. À part mes transformations, il peut arriver n'importe où. Mais une fois que j'ai placé 1, donc l'image de 2, je ne sais pas où elle va être, mais elle va être proche de 1. Donc, elle va être soit ici. Là, j'ai fait une rotation à chaque fois d'angle, une rotation vers la droite de 90 degrés pour mettre 2, soit de l'autre côté. J'ai fait les autres choix, vous voyez. Si 1 est là, 2 peut être là, peut être là, peut être au-dessus, peut être à gauche. Enfin bref, peut être là. Okay, là, je fais tous les cas possibles. Pour l'image de 1 et l'image de 2. Ok? Mais donc, on le savait déjà, de toute façon, comme le point O est fixe, donc l'image d'une application affine est fixée par l'image de 3 éléments. Et hier, j'ai fait 3 éléments. O est fixe, 1, il est là, et 2, il est là. Donc tous les autres sont déjà fixés. Puis de toute façon, je sais bien, parce qu'en face de 2, il y a 4, en face de 1, il y a 3. Donc je peux rajouter tous les éléments, et voilà. Et là, je trouve que donc il y a maximum 8 façons, d'accord, de transformer mon carré. Après, à voir si toutes sont possibles. Hein. Mais il n'y aura pas plus que 8, en tout cas, façons, 8 transformations qui laissent globalement stable le carré. Ok? Donc voilà.
Alors, petite remarque, là, si on était malin, et si on utilise un petit peu la théorie qu'on a vue avant, vous savez, la formule des classes qui dit que le cardinal du groupe est égal au cardinal du stabilisateur fois le cardinal de l'orbite, en fait, ça aurait pu dépanner. Donc on va réutiliser ça dans l'exemple plus tard, parce que là, je vous ai tout refait à la main, mais en fait, on aurait pu faire directement que c'était 8, même égal 8, en utilisant notre super formule, parce que, donc, on a une action de nos groupes qui laisse invariant le carré sur l'ensemble des sommaires de 3, 4, d'accord? Forcément, ça, voilà, ça agit, ça transforme cet ensemble 1, 2, 3, 4 en un autre ensemble 1, 2, 3, 4. Et l'orbite de 1, bah, du coup, c'est 4, parce qu'on a vu que 1 pouvait aller dans n'importe quelle position. Donc l'orbite de 1, bah, c'est soit, voilà, il y a 4 possibilités. Et le stabilisateur de 1, alors c'est les applications affines qui laissent fixe 1. D'accord? Mais alors si, vu que O est fixe, si 1 est fixe, en fait, il y a deux options, hein. Soit 2 est fixe aussi, c'est l'identité, soit bah, c'est la symétrie par rapport à l'axe passant par 1 et par O, 2 est envoyé sur 4. Il n'y a plus que deux possibilités. D'accord? Donc le stabilisateur de 1, il y en a deux, et du coup 4 fois 2, 8, et donc le groupe des 4 a pour cardinal 8. Vous voyez, si on utilise un petit peu la théorie qu'on a vue avant, on pouvait le savoir plus rapidement. Ok, mais là, voilà, on l'a refait à la main, ça ne fait pas de mal. Ok, alors maintenant, il faut les trouver. Alors au boulot, il faut trouver 8 isométries qui conservent notre carré. Alors, c'est pas très dur, est-ce que vous trouvez des symétries, des rotations qui le laissent? Vous pouvez réfléchir un peu si vous voulez. Donc les symétries, bah voilà, hein, il y en a 1, 2, 3, 4. Hein. Donc j'ai appelé celle passant par 1, celle passant par 2, les deux symétries diagonales, là. La symétrie horizontale, hop, SH, et la symétrie verticale, SV. En voilà 4. Maintenant, est-ce qu'on a des rotations? Bah oui, en fait, comme pour le triangle, vous voyez bien, j'ai la rotation d'angle moins pi sur 2, là. Et puis, il y a R2, et puis il y a R3. Alors, R4, ça fait identité, donc voilà, finalement, j'ai R, R2, R3. Ah, j'en ai 8, il y en avait 8. Tout va bien. OK? Donc, de nouveau, j'ai mes symétries, mes rotations. Alors, je vois, est-ce que je peux essayer de l'écrire de la même forme que D3, là? Donc, il faut en faire un petit calcul. Alors, allons-y, tiens. Faites-le vous-même, si vous voulez, hein, avant, pour vous entraîner. Là, j'ai exprès pas écrit la solution. Qu'est-ce que ça fait RSV? Allez, faites-le, mettez sur pause, et puis après, vous remettez. Donc, il faut faire d'abord SV, attention, c'est le piège, hein, c'est R de SV de X. Donc, si je prends 1, par exemple, je fais d'abord la symétrie verticale, je trouve 2, et après, je fais R, je trouve 3. Donc, 1, il est envoyé sur 3. OK? Ensuite, bah, si je fais 2, alors je fais d'abord la symétrie verticale, donc hop, j'arrive sur 1, et après R, bah, 2, il est envoyé sur 2. Ne bouge pas. D'accord? Donc, du coup, voilà, c'est la symétrie, enfin là, je pourrais déjà conclure. Enfin, on va vérifier avec 3. Donc 3, la symétrie verticale, ça fait 4, et hop, la rotation après, ça fait 1, donc 3 est bien envoyé sur 1, donc vous voyez, 1 et 3 sont échangés, et puis 4 est forcément invariant, mais enfin, on va vérifier pour le fun. 4, symétrie verticale, 3, rotation 4, ok. Donc c'est bien la symétrie par rapport à l'axe passant par 2 et 4, donc c'est S2. Voilà, pareil, je vous laisse chercher R2SV. Donc voilà, si je fais 1, alors bah, donc SV ça fait 2, et puis hop, R2 ça fait 4. Oh. Ok, donc l'image de 1 c'est 4. Ensuite, l'image de 2, alors du coup, bah, par SV ça fait 1, par R2 ça fait 3. L'image de 2 c'est 3. Donc vous voyez, l'image de 1 c'est 4, l'image de 2 c'est 3. Bon, ok, on a compris, hein, c'est la symétrie. SH. Voilà, et puis ensuite je laisse vérifier que S3, SV c'est S1. Et donc je peux de nouveau écrire ma formule, vous voyez, comme tout à l'heure. Ça ressemble, identité R, R2, R3 cette fois, parce que ça va jusqu'à 3. Et puis la symétrie verticale, RSV, RS2, R2SV et R3SV. Et donc c'est là qu'on se dit, mais alors, pour un polygone de n côtés, est-ce que c'est pareil? Et donc voilà, je prends un polygone de n côtés, je prends une symétrie axiale passant par un sommet et le centre haut, comme je veux, là je l'ai mis vertical, mais a priori ça passe, enfin, n'importe laquelle, on en prend une symétrie, d'accord? On prend la rotation d'angle haut, d'angle 2π sur n, donc là je l'ai fait tourner dans ce sens-là, parce que d'ailleurs c'était moins 2π sur n, mais bon, après tout, pourquoi pas faire 2π sur n? En maths, c'est plutôt le sens trigonométrique d'habitude, ok? Donc j'appelle R cette rotation-là. Et bien du coup, le groupe diédral, c'est exactement ce qu'on a vu. Ça va être, il va pouvoir s'écrire identité R, R2, R3 jusqu'à R puissance n-1. Et puis ensuite S, RS, R2S, R3S jusqu'à R puissance n-1 S. Voilà, voilà. Donc on va démontrer ce truc-là, bien sûr. Mais c'est voilà, c'est jamais plus compliqué que ça, d'accord? C'est toujours comme ça. Et donc ce groupe-là s'appelle DN. Le groupe diédral, il a donc 2 fois n éléments, hein, toujours pair, il y en a n rotations, n symétries. Okay. Bon alors, les n rotations et n symétries, c'est facile à voir. Les n rotations, bah, simplement, vous voyez, soit de fait un coup, soit de 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Hein. Et puis les symétries, c'est à chaque fois passant par un sommet, d'accord? Alors soit elles passent par un autre sommet, ok, soit, et puis après, du coup, je passe, si c'est pair, ça passe par un sommet, ça passe par un autre sommet, donc je prends les symétries passant par les milieux des côtés aussi.
ça en fait n. Et soit c'est impair, et donc ça se part un sommet, le milieu d'un côté opposé, du coup là il y en a n directement comme ça. Okay. Donc il y a n symétrie, n rotation, hein, juste vous visualisez bien le truc. Et voilà, maintenant il nous reste à prouver mathématiquement ce truc-là. Ah ah, c'est là que ça se complique un peu. Alors juste avant, une petite remarque, pour ceux qui préparent la Greg et qui se disent ouh là là, ou qui font de la théorie des groupes en maîtrise, etc., qui ont des notions un petit peu avancées, qui disent qu'est-ce que c'est que cette histoire de produit semi-direct de deux groupes, bah ça c'est vraiment l'exemple typique. Hein. Je rappelle pour ceux qui, si vous ne savez pas, c'est pas grave du tout, hein, c'est juste pour ceux qui veulent savoir, parce que j'en profite, parce que c'est vraiment le groupe diédral, c'est l'exemple prototypique de produit semi-direct, vous voyez. Donc ceci est un groupe distingué, hein, et ceci aussi d'ailleurs, mais bon. Et en l'occurrence, donc ça veut dire que tout élément du groupe s'écrit de façon unique, comme un produit d'un élément de celui-là et d'un élément de celui-là. Vous voyez, bah c'est ça fois identité, bah ça fait cela, et ça fois S, ça fait cela. Donc tout élément du groupe c'est bien écrit bien de façon unique, comme un produit de cet élément-là par un produit de cet élément-là, d'accord. Et donc ça s'appelle le produit semi-direct. Hein, okay. Voilà, voilà, j'insiste pas trop, mais cette construction-là, ça peut généraliser par ce signe très étrange, etc. Bon. Bref, si vous vouliez un peu avoir un exemple, ben, c'est ça. J'insiste pas plus, parce que je ne veux pas perdre tout le monde. Alors, petit théorème, on va voir. Donc maintenant, je prends même en dimension n, parce que cette histoire d'avoir les rotations et puis multiplier par s, en fait, c'est bien plus général que dans le plan ou pour les applications, pour les x des polygones réguliers. En fait, c'est un truc très 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 général. Si je prends un x n'importe comment dans l'espace de dimension n, et que j'appelle gx+, bah donc les isométries positives, les déplacements qui conservent x, d'accord, donc en gros les rotations qui conservent x, hein. Et si je prends un S, un anti-déplacement conserve x, bon je mets S comme si c'était une symétrie, mais ce n'est pas forcément une symétrie, hein. En tout cas c'est une isométrie de déterminant négatif, hein. D'accord, qui conserve x, et bien alors forcément, g de x, il s'écrit comme g de x plus union g de x plus fois s. Autrement dit, vous voyez, si vous vous rappelez l'histoire des classes à droite, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, voilà, en fait, g de x plus c'est d'indice 2 dans g de x, hein, ça veut dire. Okay. Donc on peut toujours écrire ça comme ça, voilà. Et c'est pas très dur à démontrer, donc ça veut dire, vous voyez, la liste des éléments de g de x, hein, il y a un certain nombre de rotations ou d'autres choses, enfin, des déplacements positifs, des translations, des machins, des trucs, et union, bah, la même chose que ce qu'il y avait avant, avec s collé derrière, quoi. D'accord? Toujours. Ok, alors, on va essayer de le prouver. Bon, bah déjà, il faut bien remarquer que c'est pas très dur de voir Gx, bah, c'est ceux qui sont dans Gx qui sont positifs, enfin, qui sont des déplacements, des déterminants positifs, ou union, ceux qui sont dans Gx et qui sont des déterminants négatifs. Hein. Vous n'avez pas le choix, parce qu'il ne peut pas de déterminant nul, je vous rappelle, c'est que des choses inversibles, hein, l'isométrie. Bon, bah, d'accord, jusque-là tout va bien. Donc, prenons un psi qui est là-dedans, donc un anti-déplacement qui laisse x invariant. Ok? Donc là, bon, ok, très bien. Alors, j'en ai déjà S. Hein. S'il existe un S dedans, donc j'ai déjà S, j'en prends un autre, psi, qui a un anti-déplacement qui laisse x invariant. Ok? Alors, psi rond S-1, bah, du coup c'est un déplacement, parce que pourquoi? Parce que le déterminant de S-1, bon, S-1 c'est aussi, c'était moins 1, donc déterminant de S-1 c'est moins 1, déterminant de psi c'est moins 1 fois moins 1 ça fait 1. Donc, hein, quand on compose deux antidéplacements, on obtient un déplacement. Okay. Donc psi rond S-1 c'est un déplacement, donc c'est un élément de Gx+. Si je l'appelle F, psi rond S-1, bah, c'est dans Gx+. Mais du coup, mon psi, bah, du coup, en composant par S de chaque côté, je peux l'écrire F rond S. D'accord? Donc, je multiplie par S de chaque côté. Hein. Psi rond S-1 rond S, bah, du coup, ça fait psi. Et ça fait F rond S. Et donc, F rond S, bah, c'est bien un élément de Gx+, multiplié par un élément de S. Donc, c'est bien dans Gx+, S. Vous voyez? Quel que soit psi là-dedans, donc qui n'est pas dans Gx+, eh ben, il est dans Gx+, S. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait la preuve du théorème. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, en fait. Hein. Donc, voilà. Alors maintenant, il faut juste faire un petit peu la réciproque, mais alors c'est encore plus facile. Si sigma est dans Gx plus S, bah alors du coup son déterminant c'est moins 1, puisque c'est un produit d'un truc dont le déterminant est 1 par le déterminant est 1, donc c'est un antidéplacement, et puis qui laisse x invariance, puisque S laisse x invariant et Gx plus aussi, donc c'est bien quelque chose de... Voilà, il est bien dans Gx interisé au moins, donc j'ai bien l'égalité entre cet ensemble-là et cet ensemble-là. Ok? Voilà, voilà. C'est important de faire quand même les deux égalités, même si on a fait la plus dure en premier. Très bien. Donc cette histoire d'avoir toujours une partie positive et puis la même chose fois S, en fait c'est vraiment très très général, même en dimension n et tout ça. Donc pour démontrer que Dn, notre groupe diédral, c'est ce qu'on a annoncé précédemment, il suffit de montrer que Dn+, c'est cette partie-là. Vous voyez, parce qu'avec le théorème d'avant, si Dn+, hein, les isométries positives de Dn,
c'est ça, bah, du coup, Dn complet, c'est tout ça, union, tout ça fois S. Exactement ce que je voulais annoncer. D'accord? Donc voilà, où R, c'est toujours une rotation de centre haut d'angle 2π sur n. Ok, donc voilà, maintenant il faut démontrer que donc j'ai mon polygone régulier, il faut montrer que les isométries positives qui conservent, il y a uniquement ces choses-là. Alors, bon, déjà, qu'il y ait ces choses-là, c'est juste évident. D'accord? Que R, ce soit, que la rotation, un polygone à n côtés, vous tournez de 2π sur n, bah, il est laissé invariant. 2 fois de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'identité, cette rotation R carré, Rn-1, tout ça, ce sont des isométries positives qui concernent, bien évidemment, mon polygone régulier. Donc, ça, c'est inclus dans Dn+. La question, c'est pourquoi il n'y a pas autre chose que je pourrais imaginer, pourquoi il n'y en a pas d'autre. D'accord? C'est ça la subtilité. Donc, considérons l'action de Dn+, sur l'ensemble S des sommets du polygone. Donc voilà, ça mélange les sommets du polygone, comme on l'a déjà dit, forcément. Ok. Alors, je prends A, un sommet. Donc, l'orbite de A, c'est quoi? Un sommet, qu'est-ce que ça va être son orbite quand je fais toutes les isométries qui conservent le truc? Bah, ça va forcément être tous les sommets. D'accord? Pourquoi? Parce que juste déjà, avec l'action de ces rotations, là, R, hop, ça me met sur le sommet d'après, je refais R, ça me met sur le sommet d'après, donc l'orbite de A par tous les déplacements positifs, bah déjà c'est plus a priori que par tous les R1, R2, R2, Rn-1, et déjà ça prend tous les sommets. Donc c'est sûr que l'orbite O de A, c'est égal à tous les sommets. D'accord? Donc vous voyez me venir un petit peu là, j'ai un groupe, je vais trouver son nombre d'éléments dans Dn+, montrer que c'est n en fait, du coup ce sera terminé. Et donc je regarde un élément, je vais utiliser la formule cardinal du groupe est égal cardinal de l'orbite multiplié par cardinal du stabilisateur. Okay, donc déjà, l'orbite, c'est tout le monde, il y en a n, les n sommets. Okay, maintenant regardons un élément du stabilisateur de A. C'est-à-dire donc une application, phi, une isométrie positive, là, de déterminant positif, un déplacement vérifiant que phi de A égale A. Alors attention, parce que je sais que phi de O, il vaut O déjà. Parce que, ça on l'a dit, si une isométrie laisse invariante le polygone, elle laisse invariante son centre. Donc phi de O égale O, phi de A égale A. Donc il y a déjà 2 points fixes. S'il n'y a que 2 points fixes, c'est une symétrie, ce n'est pas un déplacement. D'accord? On sait que phi n'est pas une symétrie. Donc, bah, c'est qu'il y a au moins un 3e point fixe non aligné. Et du coup, à ce moment-là, c'est forcément phi égale l'entité, parce qu'on est dans le plan. Il n'y a pas d'autre choix. Ok? Donc, le stabilisateur de A, bah, il n'y a pas de doute, c'est l'identité. Il n'y en a qu'un. Et donc, finalement, d'après la formule des classes, bah, le cardinal du groupe, là, Dn+, qui agit sur les sommets, bah, c'est le cardinal de l'orbite de A fois le cardinal du stabilisateur de A, donc c'est n fois 1, c'est n. Comme j'ai déjà n éléments qui sont inclus dedans, lui, il a n éléments, bah, je les ai tous. Ils sont tous différents, bien évidemment, ces rotations ne sont jamais égales. Et donc, on a prouvé que Dn+ était égal à ça, et donc que Dn était égal à ce qu'on a dit. Et voilà. Ok. Alors maintenant, une petite application qui est rigolote. On se dit, bon, très bien, bah, du coup, voilà, on a vu pour nos figures, nos polygones réguliers, on a vu le groupe qui les conserve, là, c'est ce groupe diédral. Eh bien, tout ce groupe fini des isométries du plan, isométrie affine du plan, c'est soit un groupe cyclique, genre 1, R, R2, Rn-1, vous savez, ou identité S si S est une symétrie, d'accord, bon. Soit un groupe diédral. Point. Il n'y a pas d'autre groupe fini de isométrie de P. Incroyable, hein? Non? Donc vous voyez, donc les groupes des symétries d'une partie de P, si elles sont finies, ben, il n'y a pas d'autre choix en fait. Et on peut démontrer un truc qui a l'air aussi abstrait, aussi général que ça, sans trop forcer, vous allez voir. Voilà. Accrochez-vous un petit peu. La preuve, elle est un petit peu planante. C'est une des preuves les plus balèzes, mais bon. Vous allez voir que si on suit, on arrive à comprendre. Donc soit j'ai un groupe fini de iso de P. Alors là, on nage en pleine abstraction. Ça peut être un groupe fini, des isométries qui agissent entre eux, puis voilà, on les compose et machin, ça fait un nombre fini d'éléments. Okay, très bien. Alors j'appelle comme d'habitude, G+, les déplacements qui sont dans G, okay, bah, ça existe. Et puis N, le nombre d'éléments qu'il y a dans G+. Pourquoi pas? Bah, ok, super. Alors premier cas, je vais dire si N égale 1. Donc s'il y a un seul élément dans G+, bah, vu qu'il y a toujours identité dans G+. Identité, c'est une isométrie positive qui conserve n'importe quel ensemble. Enfin, voilà, donc de toute façon, c'est l'élément neutre. Donc dans n'importe quel groupe, il y a l'élément neutre. Donc si il n'y en a qu'un dedans, c'est l'élément neutre. Ok, parce que G+, c'est un sous-groupe de G, vous savez, alors que G- n'en est pas un. C'est
pour ça qu'il faut se méfier un petit peu, hein, vous savez. C'est pas stable, un produit de 2 antidéplacements, ça devient un déplacement. Donc voilà. Donc d'après le théorème de structure qu'on a vu avant, hein, si G+, c'est identité, il y a 2 choix. Soit G, c'est identité, okay, soit G, c'est identité ou S. Ça dépend s'il y a un élément dans les antidéplacements dans G. S'il n'y en a pas, c'est que identité. S'il y en a un S, du coup, c'est G plus fois S. Hein, G plus union G plus fois S, ça veut identité fois S. Donc ça, c'est un groupe cyclique, puisque S est une symétrie. Parce que donc on doit avoir S au carré égale... Plutôt, on doit avoir S au carré égale identité, forcément, d'accord. Ok. Voilà, voilà. Bon. Jusque-là, tout va bien, hein, parce que c'est un groupe. Donc voilà. Hein, alors donc j'ai pas dit, justement c'est la preuve. S carré, du coup, ça doit être un élément de G+, hein, puisque c'est un élément de... voilà, son déterminant, c'est le déterminant de S au carré, donc c'est un élément de G+. Et donc, dans G+, il n'y a que l'identité, donc on doit forcément avoir S au carré égale l'entité. Hein, et donc on a bien que le groupe G est cyclique. Je croyais que j'avais oublié de noter ce détail, mais non, en fait, je ne me fais pas assez confiance. Donc on a vraiment bien un groupe cyclique. Ok. Deuxième cas. Si n est plus grand ou égal à 2. Donc dans G+, il y a autre chose que l'identité. Bon, alors comment ça se passe? Prenons A dans le plan, quel que soit A, je note OA son orbite, d'accord? Une orbite par l'action de G+. Hein. Je prends juste voilà, il y en a plus qu'une, donc les phi dans G+, okay, qui agissent sur A, où A est n'importe quel point du plan. Bon, l'astuce, pourquoi j'ai fait ces cas précédents, G+, il n'y a pas que l'identité, donc il y a des phi qui ne sont pas l'identité, là-dedans, donc il ne fixe pas tous les points. Phi ne fixe pas tous les points du plan, d'accord? Elle ne fixe même pas 3 en fait. Donc je peux trouver un point du plan tel qui n'est pas fixé par A, tel que phi de A est différent de A. Et donc il existe même plein de points du plan, en fait, même tous sauf 2 hein, maximum, dont le cardinal de l'orbite, c'est plus grand que 1. Alors je ne sais pas combien il y en a, je l'ai appelé M, mais en tout cas c'est strictement plus grand que 1, il n'y a pas que A dedans. Il y a A et puis un autre point, d'accord? Puisqu'il n'y a pas que identité dans G+. Donc, ok. Voilà, me dire, ah oui, mais c'est possible que tous les trucs de G+, fixent A. Oui, mais je choisis un autre A, du coup. Hein, voilà. Je prends un A, il existe un A tel que ça. Forcément, vous voyez, d'accord. Bon. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Alors maintenant, je prends donc cette orbite O2A, voilà, les images de A par mon groupe complètement abstrait. Hein, donc là, j'ai un groupe complètement abstrait, G+, complètement abstrait, j'ai un point A, mes points de G+, je sais qu'il y a au moins 2 images, donc il y a un certain nombre, il y a M images, A, il arrive sur M points possibles, c'est son orbite, ok? Bon, très bien. J'appelle O le barycentre de tous ces points de cette orbite. Parce que l'astuce, vous voyez bien, c'est que maintenant, si j'applique globalement cette orbite-là, elle est globalement invariante par G+. D'accord? Parce que tous les éléments, c'était un G plus de A. Je rajoute multiplié par un G+, ça reste un G plus de A, vous voyez? D'accord? Et donc, astuce, pour tout psi dans G+, comme l'image de l'orbite de A par psi, c'est l'orbite de A, psi de O est égal à O. Ok? Hein? J'ai un point A, une orbite, là, et les éléments de G+, qui conservent cette orbite, forcément, enfin, qui agissent sur A, ils conservent le barycentre. Donc, ils ont au moins un point fixe, donc il n'y a pas de translation, il n'y a pas de symétrie glissée, etc. Encore de nouveau, hein, d'accord? Ils ont au moins un point fixe. Bon, on avance, lentement mais sûrement. Donc, psi, hein, je vous rappelle, c'est un développement, donc elle admet au moins un point fixe. Donc, alors si elle en admettait 2, ce serait une symétrie, ce serait un antidéplacement. On sait que psi est positif, hein, rappelez-vous. Psi est un déplacement, d'accord? Donc psi, du coup, est une rotation, parce qu'on a vu dans le plan que je vous ai fait la liste, hein, celle qui conserve un point invariant, soit elle conserve que 1, c'est une rotation, soit elle conserve moins 2, c'est une symétrie, soit 3, c'est l'identité. On a pris psi n'était pas égal à l'identité, d'accord? Parce que sinon, sinon c'est quand même une rotation de centre haut d'angle 0, quoi. Mais dans tous les cas, c'est une rotation de centre haut. Ok? Donc, j'appelle R la rotation de centre haut d'angle 2π sur n. Alors n, c'était le nombre d'éléments qu'il y avait dans mon groupe, hein, dans G+. Hein. Donc, pourquoi pas? Bon, voilà, après, j'appelle le sous-groupe engendré par R, ID, R et 2, Rn-1, etc. Pour le moment, je ne vois pas du tout le rapport avec G+. Hein. Je note ça comme ça, pourquoi pas. Hein. Bon. Alors, si psi appartient à G+, comme il y a n éléments dans G+, d'après le théorème d'Euler dont je vous ai fait un petit rappel dans le préliminaire, c'est justement à ce moment-là, on sait que
la loi psi, rond psi, rond psi, rond psi, n fois, c'est égal, donc, où n est le cardinal de G+, c'est forcément l'élément neutre, donc c'est forcément identité. Ok, donc a priori, j'avais une rotation de centre haut, donc j'avais aucune idée de l'angle, mais je sais que si je l'applique n fois, ça fait l'identité. Autrement dit, si c'est d'angle alpha, oui, j'applique n fois, c'est-à-dire que je fais une rotation d'angle n alpha, c'est l'identité. D'accord? Donc, n alpha, c'est un multiple de 2π. C'est k de pi. Donc l'angle, du coup, de ma rotation, c'est k de pi sur n. D'accord? Donc k de pi sur n, c'est r puissance k, oui, c'est un élément qui est là-dedans. Parce que là, j'ai tous les multiples entiers de pi sur n là-dedans. Donc psi, a priori, que je ne savais pas du tout ce que c'était, mon G+, c'est forcément une rotation de centre haut et d'angle de kpi sur n. Il n'y a juste pas le choix, grâce à ce petit théorème de l'air. Ok? Et alors, ça tombe bien, parce que carte de G+, il y a n éléments, et R, il y a n éléments. Eh bien, je viens de voir que là, G+, était inclus dans R. Tous les éléments de G+, étaient forcément là-dedans. Il y a le même nombre d'éléments, donc il y a égalité. Donc G+, c'est exactement un groupe comme ça. Ok? Fantastique. Donc maintenant, si G c'est égal à G+, ok, c'est cyclique. S'il n'y en a pas des symétries négatives, voilà, j'ai trouvé G, c'est comme ça. Et sinon, si je prends S qui n'est pas dans G+, le théorème qu'on a vu précédemment, c'est que... Alors non, c'est pas complètement fini, il faut juste que je précise un petit peu. Si je prends S qui n'est pas dans G+, il faut quand même que je vérifie encore un petit truc. Parce que, ok, je pourrais dire, c'est G+, G+, finalement, c'est ça et ça fois S. Ça, c'est terminé. Je prends S qui n'est pas dans G+, je peux dire, finalement, le groupe, c'est idéal fois S fois S. Mais juste, je n'ai pas encore que S, c'est une symétrie. Vous voyez ? Alors, pour être un groupe diédral, c'est une rotation donc, de pi sur n, ça c'est bon. Et l'autre, ça doit être une symétrie d'axe. D'accord, là, on ne l'a pas encore. Donc, il faut encore vérifier ça. Donc, je prends S qui n'est pas dans G+, mais qui est dans G. Alors, regardons. S-1, RS, c'est un élément de G+. Pourquoi ? Parce que déterminant de ça, c'est moins 1, ça 1, ça moins 1. Produit des 3, ça fait bien déterminant égal 1, donc c'est bien un élément de G+. Donc, comme tous les éléments de G+, fixent O, c'est les rotations de centre O, et bien donc S-1, RS de O, ça fixe O. Ok, et alors ? Du coup, si je prends S de chaque côté, je trouve que R de S de O, c'est S de O. Mais ma rotation R, elle ne fixe qu'un seul point, le point O. Or, l'image de S de O par R, c'est S de O. Donc ça veut dire que S de O est égal à O. J'ai pas le choix, puisque R n'a un seul point fixe. Un seul point fixe. Donc S de O égale O. Et donc, finalement, S, donc mon antideplacement, c'est une symétrie. Ça, ok, je le savais, parce que c'est un antideplacement. Mais une symétrie orthogonale d'axe passant par O. Ok ? Voilà, c'est ça que je ne savais pas. Je savais que c'était une symétrie, j'aurais pu écrire que G c'était G+, donc un identité R, Rn fois une symétrie quelque chose, mais là en plus, j'ai montré qu'elle passait par O. Et donc j'ai bien que G c'est G plus union G plus S, ça c'est le théorème complètement général, et donc je peux l'écrire comme ça, où R c'est une rotation de centre O d'angle de pi sur n, et S c'est une symétrie axiale d'axe passant par O, donc c'est exactement un groupe diédral, d'accord, où O c'est le point, d'accord, le centre de mon polygone régulier à n côtés. Voilà, voilà, voilà. Donc soit c'était cyclique dans les cas précédents, soit c'est possible, soit cyclique, soit finalement c'est diédral. Il n'y a pas d'autre choix. Ouf, allez, on en a bien bavé, mais c'est quand même un résultat super sympa, quoi. Allez, pour des formes qui ne sont pas régulières, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, c'est un petit exercice là pour se reposer un petit peu. Vous pouvez me trouver les groupes de symétrie de ces trois trucs-là, là. Mettez sur pause et vous me les donnez après quand vous avez fini. Alors pour celle-là, bon, en fait, voilà, c'est comme facile de voir qu'il y a la symétrie horizontale, verticale et centrale, comme pour le rectangle, en fait. Hein. D'accord? Et donc ça, en fait, on l'appelle D2, parce que vous voyez, s'il y a la rotation d'angle 180 degrés, c'est C, il y a une symétrie V, et puis en fait, vous pouvez voir que FH, ça va être C fois SV, ça va être SH, quoi. Donc en fait, c'est l'écriture analogue à D3, D4 et tout pour deux éléments, parce qu'un polygone à deux côtés, ça n'a pas trop de sens, d'accord? Mais en fait, voilà, donc ça, ce groupe, on l'appelle quand même D2 parce qu'il s'écrit de façon très similaire à DN. Alors celui-là, là, du coup, celui-là, il n'y a qu'une symétrie centrale, vous voyez, donc ça va être identité et puis C. Et alors celui-là, je ne sais pas si vous avez réfléchi un petit peu, eh bien, il a les mêmes symétries en fait que le carré, hein, donc son groupe d'invariance, ça va être D4. Ok? Bon, on va dire très bien, parce qu'on a fait le tour, du coup, maintenant, il n'y a plus que des groupes diédraux, il y a des groupes cycliques et de machin truc. Alors non, on va voir que ça peut être un petit peu plus subtil pour des formes qu'on appelle des frises. Alors qu'est-ce que c'est qu'une frise? C'est simplement un sous-groupe, une partie du plan
qui est laissée invariante par le sous-groupe engendré par une translation, ou même invariante par une translation en fait. Donc vous voyez, ça veut dire que ça va jusqu'à l'infini là. Je reproduis un motif là, jusqu'à l'infini, qui n'a pas forcément de symétrie, dans un sens comme dans l'autre, voilà. Tous à intervalle toujours le même, hop, hop, hop. Donc ça c'est invariant par la translation de longueur ça. Du coup par 2 fois la translation de vecteur ça, par 3 fois, etc. Donc, vous voyez. Donc du coup il y a un sous-groupe isomorphe à Z dans le sous-groupe des isométries qui laissent ça invariante. Parce qu'il y a T, il y a T2, T3, T4, T5, T-1, même. Donc, c'est-à-dire que voilà, pour le coup, le sous-groupe qui laisse invariant cette partie du plan n'est pas fini. Donc c'est pas, voilà, le théorème d'avant ne s'applique plus. Okay, donc c'est assez rigolo. Donc, voilà, c'est une frise comme ça. Donc c'est une partie qui est invariante par translation jusqu'à l'infini. Et du coup, quelles sont les symétries possibles qu'il peut y avoir en plus dans une frise? Vous voyez, quels sont les groupes de symétries qu'il peut y avoir? Est-ce qu'il peut y avoir très très gros? Il peut y avoir plein d'éléments. En fait, il n'y a que 7 cas possibles. Ok, donc je vais vous les montrer. Je ne vais pas vous faire la preuve parce que là, pour le coup, c'est un petit peu technique et puis je n'ai pas envie de vous perdre trop. Mais juste pour vous montrer un peu ce que, voilà, un autre exemple de groupe, laissant invariante une partie du plan. Donc, on pourrait déjà imaginer qu'il y ait des symétries verticales en plus. Vous voyez, ça coûte pas cher. Dans ma figure du début, elle pourrait avoir des symétries verticales. Donc là, j'ai toujours les symétries par translation, mais en plus, j'ai des symétries verticales. D'accord? C'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de la translation. Après, je pourrais aussi avoir une symétrie horizontale, d'accord? Donc là, où donc l'axe de symétrie est parallèle à l'axe de la translation, ok? Donc voilà, donc là, en fait, là, il y en a plein de symétries verticales, puisqu'en composant par la translation, il y en a plein. Alors que là, il y a toujours la même. Donc vous voyez, ce n'est pas le même groupe de symétrie, ils ne sont pas isomorphes, ces groupes-là. Ok? Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais faire les deux. Là, j'ai ma symétrie horizontale. Je pourrais imaginer faire les deux. On a une frise qui a à la fois une symétrie horizontale et, plein de symétries verticales. Ok? Oui. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai fait des symétries, à droite, à gauche, machin. Je peux pas faire des symétries qui soient dans un sens diagonal et tout ça, parce que là, du coup, hop, ça y est, la frise n'a plus être du tout invariante. Alors, on pourrait se dire, tiens, on a fait le tour ou pas? Non, parce qu'en fait, on peut aussi faire des rotations. Donc en l'occurrence, pas de n'importe quel angle, mais d'angle 180, donc c'est des symétries centrales. Vous voyez, je choisis un point ici, je claque, je fais une petite rotation ici, j'obtiens bien, donc voilà, toujours quelque chose qui est invariant par translation, ok, de même vecteur, et par une rotation centrale. Ok, donc voilà, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là, il y avait forcément une symétrie centrale, parce que s'il y a deux axes verticaux et horizontaux, il y en a même plein de symétries centrales par rapport à tout ça. Et là aussi, il y a plein de symétries centrales, bien évidemment, parce que comme c'est l'infini de chaque côté. Mais par contre, il n'y a pas les symétries axiales qui permettent de les faire. Vous voyez, donc ce n'est pas le même groupe là que là. C'est dans celui-là qu'il y en a le plus jusqu'à présent, parce qu'il y a la symétrie centrale là. En fait, il y en a une, enfin il y en a plein même, qui passent à chaque fois par les points ici. D'accord ? Bref, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, parce qu'il faut faire preuve d'imagination, on pourrait faire la symétrie centrale avec des figures qui ont des axes de symétrie au début, vous voyez, je pourrais faire la symétrie centrale avec ça au début. Donc d'accord, donc là j'ai des symétries centrales, j'ai des symétries verticales, mais je n'ai pas la symétrie horizontale. Ok, donc voilà un autre cas. Et puis le tout dernier, c'est l'idée, c'est de faire celle qu'on n'utilise jamais, celle qu'on n'a jamais utilisée jusqu'à présent, c'est la symétrie glissée. Je fais ma symétrie verticale et hop, une petite symétrie glissée sur ma frise du début, d'accord? Et bien donc là, c'est de nouveau engendré par une translation et une symétrie glissée, c'est un autre groupe de ça. Et on peut démontrer, je ne vais pas le faire, mais qu'il n'y a pas d'autres possibilités en fait. Évidemment, les figures peuvent être très très différentes, vous pouvez faire plein de motifs, etc., etc. Mais les groupes de symétrie qui laissent invariante votre frise, ça va être forcément une de ces 7 possibilités. Ok? Donc voilà, alors après, si on veut aller plus loin, après les frises comme ça, on peut faire les pavages par des formes régulières, c'est-à-dire comment recouvrir le plan avec des formes toutes identiques. D'accord, les pavages, alors périodiques même je vais dire, c'est-à-dire qu'ils soient invariants par une translation horizontale et une translation verticale, d'accord, au bout d'un moment, ou d'un autre axe, enfin bref, voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, et là il y a 17 groupes possibles, et là que ça devient vraiment pénible. D'accord, donc si ça vous intéresse, il y a plein de sites sympas qui regroupent, tapez 17 groupes du pavage du plan, ou même différents pavages du plan, groupes des pavages. Voilà. Vous allez trouver ça rapidement sur Google, comment on fait pour les déterminer, etc. etc. C'est super intéressant, mais là ça nous emmènerait vraiment très très loin en théorie des groupes, donc je n'ai pas non plus envie de
de trop vous perdre avec ça, mais voilà, je vais vous le montrer. Là, je pense que vous avez largement de quoi faire une leçon d'agrég hein, sur les parties invariantes du plan, avec déjà ce qu'on a vu là, quoi. Donc voilà, bah écoutez, si vous êtes encore là, je vous félicite. Je vais remercier les gens qui me soutiennent sur Tipeee, comme d'habitude. Et puis, si vous avez envie de voir les parties invariantes de l'espace, j'imagine que maintenant vous frétillez d'envie avant de les voir, eh bien je vous dis à tout de suite pour la suite des vidéos.